Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Guy de Lafortelle. Alors, tandis que Guy de Lafortelle installe sa caméra, je sais qu'il veut revenir sur les banques, la Deutsche Bank notamment, qui plonge, nous dit-on, c'est notamment un article de BFM Bourse, les établissements européens chutent à nouveau en raison de la persistance des inquiétudes sur la solidité du système. Deutsche Bank voit le coût de son instrument contre le risque de défaut grimper. Les banques tricolores sont à la peine et Guy de Lafortelle est avec nous pour commenter cette nouvelle actualité. Bonjour Guy. Bonjour Clémence et bonjour à tous. Eh bien oui, après Silicon Valley Bank et après Crédit Suisse, nous avons désormais Deutsche Bank qui nous fait le plaisir de s'inviter dans la partie, bien évidemment un vendredi, toujours avant le week-end, et on se parle ce matin. On ne sait pas trop comment ça va se réveiller ce matin. A priori au Japon, on est à peu près... on démarre à peu près neutre, mais surtout on ne comprend pas parce que Olaf Scholz, tout le monde nous dit mais non, Deutsche Bank va bien, tout va bien. Vraiment, c'est les marchés qui ont bouffé trop de champignons hallucinogènes. C'est une crise de panique totalement inconsidérée puisqu'on vous dit que tout va bien. D'ailleurs, regardez, Deutsche Bank a des ratios de liquidité extraordinaires. Ils ont même fait 6 milliards de bénéfices cette année. Que demande le peuple ? J'ai fait moi une petite vidéo pour parler de ça sur ma chaîne. Une banque, ça n'a pas besoin de faire que des bénéfices. Ça a surtout besoin d'avoir une rentabilité de ses fonds propres, une rentabilité de son capital, et c'est là que le bas blesse. Et là où il blesse surtout pour Deutsche Bank, c'est que encore une fois, dans la chute de Deutsche Bank, il n'y a pas que des choses fortuites. Il y a pas qu'une espèce de grand signe noir qui s'abat sur la pauvre banque qui n'a rien demandé à personne. Eux aussi sont encore un peu aidés, un petit peu poussés. Et cette fois-ci, on a pour Deutsche Bank le Department of Justice américain qui a déclaré qu'il mettait à l'enquête des banquiers de Deutsche Bank pour non-respect des sanctions russes. Et alors ça a l'air d'un petit détail parce que ce genre de choses, ça mène généralement à des sanctions. Ça veut, derrière, ça mène à des amendes. Et des amendes, la Deutsche Bank en a payé, mais tellement, ils sont de tous les mauvais coups, ils sont partout. Non, le problème, c'est pas uniquement l'amende qu'ils risquent de payer. Le problème, c'est qu'ils sont mouillés jusqu'au cou avec la mafia russe. Et ça, c'est un truc qu'on a un peu oublié. Je sais pas si vos auditeurs se rappellent d'un truc qui s'appelle le scandale Danske Bank, qui a fait rage il y a quelques années, dont on a quand même un peu parlé, qui est quand même un scandale de blanchiment à hauteur de 200 milliards d'euros, donc c'est pas tout à fait une bagatelle, qui a été opéré par la filiale estonienne de Danske Bank, et sur ces 200 milliards, on estime qu'une énorme partie a ensuite été lessivée par nul autre que Deutsche Bank. Et alors, bien évidemment, ils n'ont pas blanchi cet argent uniquement parce que ça leur faisait plaisir et que c'était rigolo. Mais c'est quelque chose qui est arrivé après la crise de 2008, à un moment où toutes ces banques étaient dans une situation de stress extraordinaire et qu'ils étaient tous comme ça, à craindre de faire faillite dans la minute, et qu'ils ont donc été chercher l'argent où il se trouvait. En Europe, on a été accepter l'argent des mafias russes via ce scandale Danske Bank, aussi via des scandales de Barclays. On a été bouffé à tous leurs ateliers. Toutes les banques européennes sont passées par là. Les banques françaises aussi, on soupçonne très fortement qu'elles aient lessivé un peu cet argent-là. C'est un peu le pendant aux États-Unis où eux, pour se renflouer de cette crise, eux ont été blanchir l'argent de la cocaïne, c'est peut-être le dire. Un truc qui avait été étudié par Roberto Saviano dans un très bon bouquin qui s'appelle Extra Pure. Et donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on soupçonne très très fortement qu'il y ait beaucoup d'argent russe, et pas les gentils russes, mais de la bonne vieille mafia russe à l'ancienne, dans les comptes de Deutsche. Et ça pose un petit problème, parce que bon, une amende, ça se paye, mais s'il faut commencer à venir dire à Deutsche Bank, mais vous savez, il va vraiment falloir maintenant que vous bloquiez, que vous geliez, ou que vous fassiez quelque chose avec cet argent, ou qu'il se fasse saisir, c'est-à-dire que c'est pas exactement des gens qui vont accepter. Et je pense qu'il y a vraiment des gens qui doivent craindre pour leur vie et la vie de leurs enfants aujourd'hui. Pardon, c'est pas rigolo, mais bon, faut quand même voir que Deutsche Bank, c'est
c'est vraiment la pire des banques. Ces gens sont de absolument tous les scandales depuis 2008. Ils étaient dans Montepaschi, ils sont absolument partout. C'est une banque ignoble en termes. Quand je dis qu'ils ont payé des milliards et des milliards, des dizaines de milliards d'amendes aux États-Unis. Et ils sont partout. Bref. Donc ça, c'est la première chose, c'est que, eh bien, il pourrait y avoir comme ça des problèmes avec de l'argent russe opportunément placé dans les comptes de Deutsche Bank à des endroits un petit peu importants, par exemple dans des fonds propres, je ne sais pas, je suppose. Et surtout, le vrai problème, le gros problème de Deutsche Bank qui revient tout le temps, c'est que ces gens qui se sont mis dans une cure d'amaigrissement extraordinaire, où ils vous affichent 5 milliards de bénéfices, ils ont viré absolument tous leurs salariés ou presque, ils ont vendu absolument toutes leurs activités, ils ont un ratio de fonds propres absolument mirifique à plus de 13%, en sachant que les obligations qui ont été annulées par Crédit Suisse, vous savez, les fameuses obligations qu'on peut annuler en cas d'événements ou de problèmes, eh bien, c'est pour Deutsche Bank, le seuil est à 5%. On a des ratios à 13%. Vraiment, que demande le peuple? Mais non, le problème n'est pas là. Le problème est donc dans les fonds propres 1 et de 2, on n'arrête pas de le répéter, dans les portefeuilles de dérivés. Et donc, en plus des monnaies russes, vous avez le problème, c'est qu'il manque incroyablement de dollars. Deutsche Bank, on s'en souvient peut-être pas, mais c'était la banque de la mondialisation, la seule banque non américaine à être considérée comme une des grandes banques américaines au début des années 2000. C'était les stars véritablement de la mondialisation. Et pour arriver à ça, ils ont fait quoi? Ils ont donné des dollars au monde entier alors qu'ils n'avaient pas ces dollars. Ils n'avaient pas ces dollars, et ça, vous ne trouverez pas ça dans le bilan de la Deutsche Bank, vous trouvez ça dans son hors-bilan. On sait que la Deutsche Bank a un hors-bilan absolument pourri, et que ce hors-bilan, qui était une espèce de machine bizarre à transformer les euros en dollars et n'importe quoi en dollars, eh bien, on sait qu'à partir de 2008, en fait, ces dollars n'étaient pas là, et que c'était en fait Deutsche Bank qui est une énorme arnaque, comme le secteur bancaire européen en général, mais eux plus que d'autres. Pareil, hein, c'est les best in class. Et on sait par exemple que la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale, a des lignes de crédit, des lignes de swap en dollars, à hauteur de 36 000 milliards de dollars avec des banques étrangères. Et parmi ces banques étrangères, on ne connaît pas les montants banque par banque, mais on sait que Crédit Suisse bouffait là-dedans énormément, et Deutsche Bank encore plus. Crédit Suisse avait 11 000 milliards de dérivés. Deutsche Bank, on est à 42 000 milliards de portefeuilles de dérivés. Et le truc qui n'est pas très bon, c'est que là, en un an, le portefeuille de dérivés est passé de 40 000 à 42 000. Ça se met à regonfler. Et ça, c'est un peu comme les plaies, quand ça se remet à suinter, c'est pas bon. Oui. Donc, on ne sait pas encore comment cette semaine va reprendre sur Deutsche Bank. Mais les signaux sont pas bons, et à mon avis, on n'a pas du tout remis le couvercle sur le problème de Deutsche Bank. Et de deux, la banque peut faire tous les bénéfices qu'elle veut, elle peut avoir tous les ratios de liquidité qu'elle veut. Cela, on regarde pas au bon endroit. C'est pas là que sont les problèmes de Deutsche Bank. Les problèmes de Deutsche Bank sont avec ses relations beaucoup trop proches avec les mafias russes, et de deux, surtout, le truc énorme, c'est son portefeuille de dérivés qui la rend absolument on ne peut pas la sauver, elle peut être sauvée. C'est-à-dire que vous n'avez pas une UBS qui peut la reprendre. Mais les dérivés, pardon, pas de résolution possible. Guy de Lafortelle, les dérivés, c'était déjà le problème de la crise des Lehman Brothers. Oui, mais en fait, on est pour ça. En fait, moi, je me suis rendu compte là depuis quelques semaines que le plus grand public ne s'est pas rendu compte qu'on n'a jamais réglé les problèmes de dérivés. On l'a pas réglé, oui. Non, on les a pas réglés. On a simplement, c'est comme si on avait pris un antidouleur, c'est-à-dire que vous vous êtes blessé, vous êtes cassé une jambe et vous avez pris des antidouleurs et vous avez continué à marcher dessus. Forcément, quand à un moment les antidouleurs repartent, c'est-à-dire la hausse des taux, non seulement vous vous rendez compte que vous avez encore mal, mais que vous allez beaucoup moins bien. Ouais. Et c'est tout l'effet d'ailleurs de domino de l'ensemble des banques qui se tiennent et qui sont interdépendantes. Et ce qui est assez drôle, finalement, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une banque qui se porte mal, on ouvre le couvercle de la marmite et on se rend compte des problèmes un peu particuliers de chacune. Et celle-ci, vous l'avez bien rappelé, c'est non seulement le portefeuille des dérivés, mais également la mafia russe et ses fonds propres, pas très propres, justement. Merci encore, Guy de Lafortelle. Je rappelle que vous êtes éditeur financier et fondateur de la lettre d'investissement, l'investisseur sans costume.